Miss Marple et le mystère du ruban de soie corail. Une histoire de Miss Marple. Un ruban de corail laissé sur une scène de crime, joli, précis et potentiellement mortel. Bienvenue chez Conseil Policier. Je suis votre hôte, Frédéric. Ce cercle grandissant d'amateurs de mystère est incroyable. Laissez un commentaire et partagez votre écoute. J'apprécie sincèrement chaque message. Vos pensées donnent vie à ces histoires. Commençons. C'était le genre d'après-midi anglais, tout droit sorti d'une carte postale. Pelouse baignée de soleil, tasse de porcelaine tintant doucement, et un léger parfum de lavande flottant dans l'air. Dans le village de Little Dithering, une telle perfection n'était pas rare en juillet, mais ce jour-là était particulièrement attendu. La Garden Party, annuelle de Rosewood Hall, organisée par l'énigmatique veuve récemment revenue, Madame Isobel Galbraith. Miss Marple avait été invitée, bien sûr. Difficile d'imaginer un rassemblement villageois sans sa présence, silencieuse, observatrice, vêtue d'une robe lilas pâle, dont les coutures étaient relâchées mais repassées avec une précision impeccable. Elle était assise à l'ombre d'un orme, son tricot à la main, mais le regard errant avec attention. Des enfants criaient près des haies, courant après les cerceaux et les papillons. Le colonel Weatherby, le visage rouge et trop bruyant, racontait des histoires de Ceylan à quiconque avait le malheur de s'approcher trop près. L'épouse du pasteur, tout sourire et perles tintantes, allait d'un invité à l'autre, feignant de ne pas remarquer le discret rappel de son mari à la table des boissons. Madame Galbraith, sculpturale et drapée dans une robe ivoire, un ruban de soie corail noué autour du cou, se tenait au centre de l'attention, telle une reine peinte. Elle riait trop facilement, posait avec trop de soin, des traits que Miss Marple remarqua avec une pointe de curiosité. C'était étrange qu'on puisse quitter le village, mariée timide, il y a 10 ans, et revenir veuve glamour, vêtue de vêtements parisiens et avec un accent à moitié mérité. À 4 heures précises, alors que les sandwichs aux concombres étaient réapprovisionnés et qu'un quatuor à cordes s'escriment à interpréter une valse, un cri traversa la pelouse comme un couteau dans un gâteau éponge. C'était la jeune Lily Barnes, la bonne, le tablier taché et les yeux écarquillés. Elle désignait le portail du verger. Tout le monde s'est retourné. Là, gisant froissé sous l'arche de rose, se trouvait le corps de M. Julian Hargreaves, l'avocat, face contre terre dans l'herbe, et un seul morceau de ruban de soie corail, enroulé étroitement autour de son cou. Des halètements suivirent. Quelqu'un laissa tomber une assiette. La femme du pasteur devint toute verte. Miss Marple ne s'exclama pas. Elle regarda plutôt Madame Galbraith, complètement immobile, une main flottante au-dessus de son verre de sirop de fleurs de sureau. Un instant plus tard, le verre lui échappa des mains et se brisa à ses pieds. La garden party était terminée. Le meurtre venait de commencer. L'ambiance à Little Dithering changea aussi vite que le ciel d'été, lorsque les nuages s'amoncellent au loin, tantôt légers et légers, tantôt chargés de questions non formulées. La fête avait été dispersée par cette découverte, ne laissant que quelques villageois attardés, stupéfaits, regroupés autour de la pelouse, tandis que d'autres rentraient chez eux en maths, impatients de raconter l'événement à ceux qui l'avaient manqué. Miss Marple resta assise sous l'orme, son tricot posé sur ses genoux. Ses yeux, pâles et discrets derrière ses lunettes, scrutaient le portail du verger où le corps avait été retrouvé. La police était arrivée avec une politesse que l'on ne pouvait qualifier que de polie, point urgence non sirène, pas de cris,
juste une voiture noire bien rangée et un agent en uniforme nommé Harkness qui a commencé à boucler la zone avec une longueur de corde, ses mains tremblant légèrement. L'inspecteur Claythorne le suivit bientôt. Homme aux épaules larges, à la moustache épaisse et peu enclin aux effets de théâtre, il dégageait une efficacité vive qui impressionnait les fonctionnaires de la ville, mais qui contraste subtilement avec le rythme plus paisible de la vie villageoise. Il avait travaillé 2 ans auparavant, à Little Dittering, sur une affaire d'incendie de grange, impliquant un palefrenier mécontent et une quantité suspecte de kérosène, et se souvenait bien de Miss Marple, sinon avec tendresse. « Bonsoir, Miss Marple, » dit-il, en touchant son chapeau, en passant devant elle. « J'espère que vous n'avez pas trop vu. » Elle leva doucement les yeux. « J'en ai vu assez pour me demander pourquoi un notaire laisserait sa veste un jour comme aujourd'hui, mais emporterait quand même sa serviette avec lui à une garden party. Curieux, non ?» Claythorne afficha un sourire crispé qui n'atteint pas ses yeux. « Laissons les détails aux professionnels, cette fois, d'accord ?» Elle hocha la tête, toujours aussi aimable. « Bien sûr, inspecteur, je n'oserais pas intervenir. » Mais alors qu'il se détournait, elle reprit son immobilité vigilante. Les roues tournent déjà derrière son extérieur calme. Près de l'Arche de Rose, l'agent Harkness s'agenouilla près du corps, veillant à ne pas déranger les alentours. M. Hargreaves était un homme d'une 50aine d'années, grand, voûté, toujours impeccablement vêtu. On l'avait vu plus tôt dans l'après-midi bavarder amicalement avec Madame Galbraith sous le cerisier, tous deux un peu trop près l'un de l'autre, leur conversation s'achevant sur une expression que Miss Marple ne pouvait décrire que comme une panique contenue. Madame Galbraith avait été reconduite à l'intérieur peu après la découverte. Le docteur Travers, appelé, en toute hâte, par un domestique, lui avait pris le pouls et déclaré qu'elle avait besoin de repos. Elle était maintenant dans son salon, accompagnée de sa cousine, Margaret Penwella, une femme à la coiffure sévère et étrangement peu chaleureuse, arrivée de Londres il y a seulement 15 jours, et qui trouvait l'air de la campagne vivifiant mais ennuyeux. Alors que les villageois s'éloignaient, des murmures remplissaient le vide laissé derrière eux. C'était le ruban autour de son cou. « Tu as vu ?» murmura Madame Farley, la femme du boulanger, à son amie, Doris Minton. Il ressemblait exactement à celui que portait Madame Galbraith, je le jure. « Ce n'était peut-être pas un meurtre ?» murmura Doris, peut-être un de ces malentendus passionnés. « On dit que Madame Galbraith a un passé, vous savez. » Miss Marple, qui n'avait pas bougé de sa chaise, entendit chaque mot. De retour à la maison, l'inspecteur traversait Rosewood Hall, posant des questions, poliment mais fermement. Dans le salon, il se tenait devant Madame Galbraith, qui semblait désormais plus calme, même si ses mains s'agitaient sur le bord de son châle. Le ruban corail avait disparu. « Je suis désolée, inspectrice, » dit-elle à voix basse. « Julian m'avait demandé de le retrouver au verger, mais je n'y suis pas allée. J'avais des invités. Je ne voulais pas de scène. » Claythorne haussa un sourcil. Quel genre de scène préparait-il, Madame Galbraith? Ses lèvres tremblaient. Il disait avoir des papiers qui me forceraient la main. Quelque chose en rapport avec la succession de mon défunt mari. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, seulement qu'il semblait déterminé à me parler aujourd'hui. Étiez-vous en conflit avec lui au sujet du testament? Non. La succession a été réglée il y a des années. Mais Julian a dit avoir de nouvelles informations. Quelque chose à propos d'un codicille manquant. L'inspecteur se gratta le menton. « Et votre ruban? Celui corail ?» Elle cligna des yeux. J'avais dû perdre la tête.
Je ne m'en suis rendu compte qu'après l'avoir retrouvé. Dehors, Miss Marple se leva enfin, ses articulations s'impatientant. Elle traversa le jardin, oubliant les murmures des invités, et se retrouva devant le portail du verger. L'agent leva les yeux et lui adressa un signe de tête respectueux, mais ne l'arrêta pas. Elle resta simplement près de la corde, à scruter l'herbe, une légère empreinte sur la pelouse, 2 vers à proximité, l'un renversé, et une fine traînée de pétales partant de l'arche de rosier, s'éloignant vers la haie. Miss Marple remarqua tout cela. Le lendemain matin, le village était en pleine ébullition. Chez le marchand de légumes, les théories abondent. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'une querelle amoureuse. D'autres étaient convaincus qu'il s'agissait d'une question d'argent. Quelques-uns envisageaient l'idée d'espionnage. Julian avait, après tout, voyagé en France. Au bureau de poste, mademoiselle Hartwell raconta avoir vu Julian se disputer avec le jeune Peter Colley une semaine auparavant. Il était tout rouge, insista-t-elle. Il menaçait d'appeler le gendarme. Quelque chose à propos de la sœur de Peter et d'un prêt. Ou d'une lettre, je ne me souviens plus. Au petit déjeuner, Miss Marple relut tranquillement le compte-rendu de la fête par le journal local et le glissa dans son sac à main. À midi, elle était allée au presbytère rendre un livre de cantiques emprunté, puis demanda nonchalamment si la femme du pasteur avait remarqué le collier de Madame Galbraith cet après-midi-là. Non, pas un collier, avait répondu la femme, perplexe. Juste ce ruban corail. Je m'en souviens car il jurait terriblement avec son teint. Cet après-midi-là, l'inspecteur rendit visite à Miss Marple à contre-cœur. On lui demanda si elle avait observé quelque chose d'inhabituel. Seulement ce que les autres choisissent de ne pas voir, dit-elle en lui versant du thé. Par exemple, ce ruban. Il n'avait aucune utilité. Il n'était ni noué dans ses cheveux, ni porté au poignet. Et il n'était pas en place à l'arrivée de l'agent. Pourtant, il correspondait à celui retrouvé autour du cou de M. Hargreaves. Curieux, non? Il plissa les yeux. Tu crois qu'elle l'a étranglé avec son foulard, devant tout le village? Miss Marple sourit doucement. Je pense que les gens font rarement ce qu'on attend d'eux, inspecteur, surtout devant une foule. Mais les apparences sont trompeuses. Et ce qui paraît impulsif peut, en réalité, être planifié longtemps à l'avance. Claythorne sirotait son thé, visiblement irrité. Des suggestions, alors. Oh, je n'oserais même pas le suggérer, répondit-elle. Mais si vous me le permettez, vous pourriez vous renseigner sur les bénéfices que pourrait apporter le fait que les découvertes de M. Hargreaves ne soient jamais rendues publiques. Les testaments, inspecteur, sont des choses tellement privées. Pourtant, les gens adorent y cacher des squelettes. En partant, moins sûre de lui qu'à son arrivée, Miss Marple sortit dans sa roseraie. Elle se pencha pour cueillir une fleur et remarqua, caché derrière un pot en terre cuite, un morceau de soie couleur corail, légèrement taché. Elle le tenait entre 2 doigts, sans la moindre surprise. Le village était peut-être en émoi, mais pour Miss Marple, les pièces du puzzle commençaient lentement à se mettre en place. Au lever du soleil, sur Little Ditherings, le lendemain matin, le village tout entier était en pleine spéculation. La garden party meurtrière. Il l'appelait désormais. Il était devenu le centre de toutes les tables de petit déjeuner, de tous les comptoirs de magasins et de toutes les conversations. Même les corbeaux, qui tournoyaient au-dessus du clocher, semblaient croasser avec plus d'intensité, comme pour faire écho à la sensation d'un trouble sous la surface idyllique du village. Au Battery Café, une foule s'était rassemblée plus tôt que d'habitude. Madame Langley, la propriétaire, qui désapprouve habituellement les ragots, avait disposé des chaises supplémentaires
avec un enthousiasme inhabituel. Elle avait également demandé à sa nièce, Clara, de veiller à ce que le thé coule à flot et de ne pas interrompre Madame Nettle de l'épicier, qui répétait pour la 4e fois comment elle avait vu Madame Galbraith s'éclipser juste avant que le cri ne retentisse. Miss Marple ne se joignit pas à la foule au café. Elle participait rarement aux premières discussions du village. Elle préférait s'asseoir dans son petit salon, arrangeant un modeste bouquet de digitales et de lavandes, tout en écoutant le tic-tac discret de l'horloge de la cheminée. Ses pensées, cependant, étaient loin d'être vaines. Le morceau de ruban corail, qu'elle avait trouvé la veille, reposait maintenant soigneusement dans une enveloppe, étiquetée et cachetée, attendant le bon moment. À 10h30, Miss Marple se rend sur la place du village. Là, elle rencontra M. Ellis, le maître de poste, qui semblait agité, triturant une liasse de lettres mal acheminées. « Quelle affaire, hein, Miss Marple ?» dit-il en s'essuyant le front malgré la douceur du temps. « J'ai eu affaire à M. Hargreaves, vous savez. Il était réglé comme une horloge, toujours poli, ponctuel, mais des secrets. Oh, il en avait. N'en avait-il pas tous ?» Miss Marple sourit poliment. « Les secrets sont souvent comme des sachets de thé, monsieur Ellis. On ne connaît leur force qu'après les avoir mis dans l'eau chaude. » Ellis ricana nerveusement, mais n'insista pas davantage. Elle produisait cet effet sur les gens. Un ton doux, un sourire de grand-mère, et pourtant quelque chose dans son regard faisait réfléchir les hommes au milieu d'une phrase. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, à Rosewood Hall, l'inspecteur Cray Thorne menait une 2e série d'interrogatoires. Cette fois, son attention s'était portée sur les personnes les plus proches de Madame Galbraith, en particulier celles ayant accès à son domicile, à son personnel et à ses affaires. Margaret Penwell, la cousine au regard perçant, avait pris place dans le salon comme si elle en était la propriétaire. Vêtue de gris, impeccablement coiffée, elle répondait aux questions de Claythorne avec une efficacité irréprochable. « Non, je n'ai pas vu Julian Hargreaves cet après-midi-là, » dit-elle. « J'étais à la bibliothèque en train de trier du courrier. Vous pouvez demander au majordome, il m'a apporté du thé à 15h30 précises. Connaissiez-vous bien Monsieur Hargreaves ?» demanda Claythorne. « Je l'ai rencontré peut-être 2 fois depuis mon arrivée. Il m'a semblé prétentieux, mais c'est le cas de la plupart des hommes de sa profession. Et votre cousine, Madame Galbraith, semblait-elle troublée avant la garden party ?» Les yeux de Margaret se plissèrent légèrement. Troublée est un mot trop fort. Distraite, peut-être. Elle avait reçu une lettre 2 jours plus tôt qui semblait la perturber. J'en ignore le contenu. Claythorne a pris note. Savez-vous où se trouve cette lettre maintenant? Je suppose qu'elle l'a détruite. Isobel n'est pas du genre à laisser traîner des choses qui la contrarient. De l'autre côté du couloir, Isobel Galbraith était assise dans sa chambre, pâle mais sereine. Ses doigts s'agitaient sur le bord de son mouchoir. Lorsque l'inspecteur la rejoignit, elle lui adressa un faible sourire. « J'ai répondu à tout, inspecteur. Je ne sais pas quoi dire de plus. Vous avez mentionné que Julian Hargreaves possédait des informations sur la succession de votre mari. De quel type d'informations s'agissait-il? Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas. Il a fait allusion à un document manquant. Quelque chose que mon mari aurait pu écrire et oublier de classer? Julian était toujours dramatique. Claythorne s'est penché en avant. Votre mari a-t-il laissé un testament? Oui. L'homologation a eu lieu 2 mois après son décès. J'ai tout hérité. Il n'y a eu aucune surprise. Et si un nouveau document était découvert, par exemple, un codicilliste pourrait-il modifier les termes de ce testament? Elle hésitait. Peut-être. Dehors, l'agent Harkness,
discutait avec Peter Coley, un jeune homme dégingandé à l'allure perpétuelle de quelqu'un qui se défend, à moitié, contre des accusations imaginaires. C'était l'homme à tout faire du village, toujours vu avec les mains pleines de graisse et le regard malicieux. « Je n'ai tué personne », a dit Peter, avant même que le gendarme ne pose la moindre question. « J'ai vu M. Hargreaves il y a une semaine, oui. Il est venu me demander des nouvelles de ma sœur Sylvia. Il a parlé de lettres et de mauvaises influences. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires. L'as-tu menacé ?» demanda Harkness d'une voix calme. Pater s'est hérissé. Pas plus qu'il ne m'a menacé. Il a dit qu'il écrirait aux autorités. À propos de quoi, je ne sais pas. Sylvia est partie travailler à Londres l'année dernière. Elle n'a rien fait de mal. Pendant ce temps, Miss Marple rend visite au presbytère. Elle avait apporté des scones, comme à son habitude, mais son but n'était pas uniquement culinaire. Elle s'enquit gentiment des invités qui s'étaient attardés près du verger cet après-midi-là. La femme du pasteur fronça les sourcils. Je crois que le colonel Weatherby s'était aventuré dans cette direction. Il disait qu'il suivait une abeille, mais je suppose que c'était plutôt le vin qui l'attirait vers l'ombre. Et y avait-il quelqu'un d'autre près de l'arche de roses avant le cri ? Demanda Miss Marple, en ajoutant de la crème caillée à son propre score avec une précision méticuleuse. Eh bien, maintenant que tu le dis, je me souviens que mademoiselle Kitty Denison est arrivée en retard, comme toujours. Elle a dit qu'elle s'était égarée en empruntant le chemin de traverse et qu'elle avait traversé le verger. Kitty Denison. Un nom, Miss Marple, n'avait pas encore été intégré au puzzle. Fille d'un officier de marine à la retraite, elle vivait seule et passait, disait-on, le plus clair de son temps, à peindre des fleurs qui n'en ressemblaient pas du tout. Artiste sensible et sujette au départ soudain. Miss Marple rend visite à Kitty cet après-midi-là. La jeune femme ouvrit la porte, vêtue d'une blouse tachée de peinture, les yeux écarquillés, derrière des lunettes trop grandes pour son visage. « Oh, Miss Marple, dit-elle à bout de souffle, êtes-vous venue pour le meurtre ? Juste pour poser quelques questions, dit doucement Miss Marple. Vous êtes-moi passée par le verger pendant la garden party ? Kitty hocha la tête. Moi aussi. J'ai vu M. Hargreaves debout sous l'arche, en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un ? Miss Marple pencha la tête. Je ne l'ai pas vu. Ils étaient en partie cachés derrière les roses. Une femme, je crois. J'ai entendu sa voix rauque, comme si elle était en colère. Je ne voulais pas déranger, alors j'ai continué. As-tu entendu ce qui a été dit ? Seulement quelques mots. Quelque chose comme « tu n'oserais pas ». Et puis, il a ri. C'était désagréable. Miss Marple la remercia et partit, son esprit assemblant déjà la nouvelle pièce. Une dispute, une menace. Un témoin qui ne voyait pas, mais entendait. Plus tard dans la soirée, elle était assise près de la cheminée, son chat blotti à ses pieds. Elle relut les noms qu'elle avait notés dans son carnet. Isobel, Margaret, Peter, Kitty, le colonel, même Sylvia, la sœur de Londres. Chacun avait un mobile, ou du moins un lien. Mais le mobile seul ne faisait pas un meurtrier. Qu'est-ce que Julian avait découvert pour rendre quelqu'un suffisamment désespéré pour tuer? Le regard de Miss Marple se porta vers la cheminée, où le doux crépitement du bois résonnait faiblement. Ce n'était pas toujours le feu qui révélait la vérité. Parfois, c'était le silence. Et dans Little Dithering, le silence n'était jamais vraiment silencieux. Elle tendit la main vers l'enveloppe scellée, contenant le morceau de ruban, et se murmura. Ce n'est pas seulement à qui profite la mort, mais aussi à qui craint ce que savent les vivants. La réponse arrivait. Mais d'abord, elle devait se rendre chez le notaire et poser quelques questions sur un codicille qui n'avait peut-être jamais existé
ou qui avait disparu. La petite cloche en laiton au-dessus de la porte du cabinet, Hargreaves et Bell, sollicitor, émit un tintement là lorsque mademoiselle Marple entra. Le bureau était situé juste à côté de la rue principale, coincé entre une boutique de modistes et le bureau de tabac du village. Il avait l'air d'un endroit décidé à ne pas attirer l'attention. Ses fenêtres étaient étroites, ses rideaux délavés, et l'air intérieur embaumait, une légère odeur d'encre et de vieille moquette. Un jeune employé leva les yeux de derrière son bureau, surpris par la présence d'un visiteur si tôt le matin. Il se releva rapidement et lissa son gilet. « Mademoiselle Marple, » dit-il, la reconnaissant clairement. « Je n'attendais personne. Le bureau est techniquement fermé pendant l'enquête de police. Mais je ne suis pas là officiellement, » dit-elle avec un sourire doux. « J'espérais juste un mot discret. Vous êtes Monsieur Bell, je suppose ?» Le jeune homme rougit légèrement. « Oui, Tom Bell. J'étais l'associé junior de Monsieur Hargreaves. Orwell, mon assistant, en fait. Je n'ai pas eu le temps de parcourir les papiers. Je m'attends toujours à le voir entrer et demander du thé. » Miss Marple hocha la tête avec compassion. La mort paraît souvent plus contre nature, là où la routine régnait autrefois. Il cligna des yeux à cela, mais hocha la tête. « Je ne veux pas vous déranger, Monsieur Bell, » poursuivit-elle. « Mais j'ai cru comprendre que Monsieur Hargreaves s'enquêtait sur la succession du défunt mari de Madame Galbraith. Êtes-vous au courant ?» Tom Bell hésite. Il avait simplement reçu une lettre plutôt curieuse, manuscrite, sans adresse de retour. Elle était arrivée 3 jours avant la garden party. Après l'avoir lue, il semblait préoccupé. Il mentionna une possible incohérence dans les documents d'homologation. Il ajouta qu'il avait peut-être manqué quelque chose il y a des années. A-t-il dit ce qu'il avait l'intention de faire ? Il prévoyait de confronter Madame Galbraith. Ça, je le sais. Il a dit qu'il était temps qu'elle sache la vérité. J'ai trouvé qu'il exagérait. Miss Marple pencha la tête. La vérité peut être dramatique, Monsieur Bell, surtout quand elle est restée cachée longtemps. Il hocha lentement la tête, puis sembla se souvenir de quelque chose. Il y avait autre chose. Il sortit un dossier des archives. Le dossier de la succession Galbraith. Je l'ai retrouvé sur son bureau après l'incident. Mais l'un des documents manquants. Disparu ? Répéta-t-elle doucement. Oui. Une copie signée d'un codicille, un prétendu codicille. Il avait été classé sans signature. Il avait l'intention de le comparer à quelque chose qu'il avait reçu dans cette lettre, mais il a maintenant disparu. Miss Marple le remercia et prit congé, son esprit tournant sans cesse, tandis qu'elle traversait le village. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Craythorne convoqua plusieurs personnes au commissariat pour un interrogatoire formel. Le premier d'entre eux fut Peter Coley. Il arriva, les bottes sales, l'air réservé, les bras croisés, assis devant le bureau. « Vous avez eu une altercation avec M. Hargreaves la semaine dernière ?» commença Claythorne. Peter fronça les sourcils. « J'ai tout raconté au policier. C'était à propos de ma sœur. Il a dit qu'elle était impliquée dans une affaire louche. Il a essayé de me faire peur. L'as-tu menacé ? Bien sûr que non. Je lui ai dit qu'il se trompait. Sylvia a déménagé à Londres pour le travail, c'est tout. Il a dit qu'il avait une lettre qui prouvait quelque chose, mais il ne me l'a jamais montrée. » Claythorne se pencha en avant. « Et que faisais-tu pendant la garden party ? Réparation de l'échelle du clocher de Saint-Martin. Demandez au révérend Pilcher. Je n'étais pas près de Rosewood Hall. » L'inspecteur prit note, mais son expression resta illisible. Margaret Penwell fut la suivante à être interrogée. Elle arriva impeccablement vêtue, les mains gantées, malgré la chaleur.
Je t'ai déjà expliqué où j'étais, dit-elle sèchement. J'étais à la bibliothèque, seule. Savez-vous quelque chose sur la situation financière de votre cousin? Demanda Claythorne. Je sais que ma cousine a tout hérité de son défunt mari. Elle n'a pas d'enfant, pas de problème, et aucune obligation de s'expliquer devant les commères du village. Claythorne la regarda calmement. Saviez-vous que M. Hargreaves avait trouvé le codicille? Je ne l'ai pas fait. Cela aurait-il changé les termes du testament? Les lèvres de Margaret se lancent. Hypothétiquement, je suppose que c'était possible, mais je n'ai jamais eu connaissance du contenu original. Après son départ, Claythorne soupira. Il y avait quelque chose de fragile chez cette femme, quelque chose de calculé, mais il n'y avait aucune preuve, pas encore. En début d'après-midi, la place du village était à nouveau animée par un drame silencieux. Miss Marple se rendit à la boulangerie, où elle acheta un petit pain au raisin et se retrouva nez à nez avec Kitty Denison. « Mademoiselle Marple », dit doucement Kitty, en jetant des regards autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue. Je me souvenais d'autre chose, de la voix que j'avais entendue près du portail du verger. « Oh » dit Miss Marple. « Je n'en suis pas sûre, mais je crois que c'était Margaret Penwell. Sa voix est un peu sèche, voyez-vous, et j'ai entendu le mot héritage. Il m'a marqué. » Miss Marple lui adressa un sourire aimable. « Merci, ma chère. Parfois, le plus petit souvenir ouvre les plus grandes portes. » Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Miss Marple s'assit avec son journal et commença à dresser la liste de ce qu'elle savait. Pas seulement des noms et des dates, mais aussi des relations, des schémas, des tendances. Julian Hargreaves était mort en détenant des secrets, ou des secrets qu'il avait probablement l'intention d'utiliser comme moyen de pression. Cela suggérait du chantage ou une dénonciation, et non une simple affaire immobilière. Isobel Galbraith, raffinée et posée, prétendait ignorer tout du codicille. Pourtant, elle avait un mobile si ce document menaçait ses prétentions. Margaret Penwell, efficace et froide, pourrait tirer profit des turbulences financières de sa cousine, ou peut-être protégerait-elle son propre héritage. Et puis il y avait le ruban. Un ruban de soie corail, c'est très particulier, trop vif pour être ignoré, trop unique pour être dégaré. Ce détail, plus que tout, persistait dans les pensées de Miss Marple, non seulement parce qu'il avait été autour du cou de la victime, mais aussi parce qu'il avait été porté, autrefois, autour du cou d'Isobel Galbraith. Et ce soir-là, à la fête, il avait disparu, ou avait été prise. Miss Marple sortit l'enveloppe de son tiroir et l'ouvrit avec précaution. Le morceau de ruban à l'intérieur était déchiré, non coupé. Les fils étaient effilochés. Cela signifiait de la hâte, du désespoir, peut-être une lutte. Elle déposa l'enveloppe à côté de son carnet et se leva de sa chaise. Demain, elle retournera à Rosewood Hall, mais pas pour le thé. Elle avait l'intention de poser à Margaret Penwell une question qui se formait depuis laisser une question simple, mais dévastatrice si on y répond mal. Qui, se demandait-elle, avait le plus à perdre si le contenu de la mallette de Julian Hargreaves était révélé? Et plus urgent encore, qui savait exactement où se trouvait cette mallette avant de tomber? Les réponses se précisent, mais les ombres aussi. Et dans Little Dithering, la vérité arrivait rarement sans un soupçon de scandale et une seconde dose de tromperie. Le lendemain matin, le ciel gris et doux se leva, comme s'il pesait doucement sur les toits du village. Un silence régnait à Little Dithering, non pas le calme de la paix, mais le silence étouffé d'une respiration retenue. Le meurtre de Julian Hargreaves n'avait pas disparu des conversations. Il avait simplement changé de ton. Les villageois ne discutaient non plus de ce qui s'était passé, mais des raisons de cet événement,
et de qui la culpabilité pourrait bien pointer. Miss Marple se leva plus tôt que d'habitude. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à réfléchir, dressant une liste de noms et de questions qui n'avaient pas encore été posées. Un ruban, un testament, une lettre, un document manquant. Plus elle disposait de pièces, plus la forme du puzzle devenait claire. Pas encore, mais suffisamment proche pour que les contours flous de la tromperie commencent à se dessiner. À 8h30, elle avait enfilé ses chaussures de marche et s'était dirigée vers Rosewood Hall. Le domaine baignait dans son silence habituel, une grande demeure trop vieille pour l'extravagance, mais toujours fière. La brume matinale enveloppait ses cheminées et ses haies comme un châle protecteur. Miss Marple fut accueillie à la porte par le majordome, un homme âgé nommé Collins, au service de la famille Galbraith depuis avant la Première Guerre mondiale. Il la conduisit dans le salon et lui offrit du thé. « Ne t'inquiète pas, dit-elle gentiment, je ne serai pas longue. » Isobel Galbraith entra peu après, vêtue simplement d'une douce robe bleu marine qui l'amait, faisait paraître plus âgée que son âge. Ses mouvements étaient plus lents, son visage plus tiré. Elle était assise en face de Miss Marple, les mains jointes avec précaution sur ses genoux. « Je dois admettre que je ne m'attendais pas à des visiteurs aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » répondit Miss Marple. « Mais je trouve que les problèmes non résolus ont tendance à persister comme de vieilles taches sur du bon linge. J'espérais que nous pourrions parler de la lettre que M. Hargreaves a reçue. » Le regard d'Isobel vacilla. J'avais déjà dit à l'inspecteur que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. « Oui, vous l'avez fait, » dit doucement Miss Marple. « Mais je me demande si vous avez réfléchi à la raison pour laquelle Julian se sentait obligé d'agir avec une telle urgence. Il semble peu probable qu'un avocat risque une confrontation sans certitude. Il devait croire que la lettre contenait quelque chose qui nécessitait une action. » Isobel hésite. « Tu crois que je te cache quelque chose ? » « Je pense, » dit Miss Marple, « que les gens sont rarement honnêtes à propos du passé, surtout quand ils menacent le confort du présent. » Pendant un long moment, la pièce resta silencieuse, à l'exception du tic-tac d'une horloge au-dessus du foyer. Finalement, Isobel parla. « Il y a des années, il s'est passé quelque chose. Mon mari, Edward, s'était disputé avec son cousin. Il n'en avait jamais parlé, mais j'ai trouvé une lettre un jour, cachée dans un recueil de poésie. Elle mentionnait une modification des conditions et précisait qu'Isobel ne devait jamais savoir. J'étais jeune. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Et tu l'as dit à Julian Hargreaves ? Non. Mais peut-être l'a-t-il découvert. Ou quelqu'un d'autre. Margaret, peut-être. » Miss Marple hocha légèrement la tête. « Votre cousine est une femme très compétente, loyale, à sa manière. »« Oui, » dit Isobel, non sans amertume. « Fidèle à la famille, pas forcément à moi. » Miss Marple partit peu après, parcourant le long chemin qui la ramenait au village, l'esprit tranquille. Le vent s'était légèrement levé, faisant bruisser les haies le long de la route. La campagne semblait à l'écoute. En rentrant chez elle, elle s'arrêta au cimetière. Là, dans un coin isolé, près des rosiers, elle trouva le révérend Pilcher en train de cultiver un massif de digital. « Ah, Miss Marple, » dit-il en s'essuyant les mains, « quel bonheur de vous voir. Êtes-vous ici pour les lys ? » ?»« Pas aujourd'hui, vicaire, » dit-elle avec un sourire bienveillant. « J'avais une question, si vous le permettez. » « Bien sûr. Vous souvenez-vous de qui était assis au premier banc lors du service de dimanche dernier ? » Il avait l'air perplexe. « Le premier banc ? Eh bien, voyons voir si Madame Galbraith était là, et sa cousine Margaret, bien sûr. La jeune Kitty Denison. Oh,
et Julian Hargreaves, même si c'est rare. Il préfère généralement le dernier. Est-ce que quelque chose vous a semblé inhabituel? Le vicaire se gratta le menton. Puisque tu le dis, j'ai vu Julian laisser tomber quelque chose. Il s'est penché pour le ramasser, et j'ai cru que c'était un mouchoir, mais il l'a regardé bizarrement, presque surpris. Il l'a glissé dans sa poche de poitrine, sans un mot. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. J'imagine que vous n'aviez pas remarqué ce que c'était. Non, j'en ai bien peur. Mais il était plié. Peut-être un mot. Elle le remercia, puis continua son chemin. Ses pensées deviennent plus vives. Un mot, déposé à l'église. Peut-être par accident, peut-être pas. C'était peut-être la même lettre qui avait déclenché tout cela. Ou peut-être était-ce quelque chose de nouveau, un autre avertissement. Elle rentra chez elle et s'assit à son bureau, où le morceau de ruban corail déchiré reposait encore dans son enveloppe. Elle l'examina de nouveau. Vu la façon dont il s'était effiloché à l'extrémité, il n'avait pas été déchiré proprement. Quelque chose l'avait accroché, et puis, tout à coup, elle se souvint d'autre chose. Un événement insignifiant, presque absurde, s'était produit pendant la garden party. Une enfant avait crié lorsque son ballon avait éclaté sur une épine de rosier, et peu après, quelqu'un est allé chercher des pansements à la maison. C'était Kitty. Kitty Denison. Elle était revenue pâle et tremblante. Non pas à cause du ballon, réalisa Miss Marple, mais à cause de ce qu'elle avait vu ou fait à l'intérieur. Kitty était-elle entrée dans le salon et avait-elle vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir? Avait-elle ramassé quelque chose par erreur? Miss Marple a noté le nom de Kitty dans la marge de son carnet, puis a tracé une ligne la reliant à une phrase qu'elle avait écrite la nuit précédente. « Tu n'oserais pas ». C'était la voix que Kitty avait entendue dans le verger, aiguë, furieuse, la voix d'une femme, peut-être celle de Margaret, peut-être celle de quelqu'un d'autre. Plus tard, dans l'après-midi, Miss Marple rend visite au cottage de Kitty. La porte était entr'ouverte et elle appela avant d'entrer. « Mademoiselle Denison, moi seule. » Kitty apparut de l'arrière-salle, s'essuyant les mains avec un chiffon. Elle paraissait à nouveau nerveuse, comme à la fête. « J'espère ne pas vous déranger, » dit doucement Miss Marple. « Je suis venue parce que j'ai pensé à quelque chose d'étrange. Ce jour-là, à la fête, vous êtes passé par la maison, n'est-ce pas, quand l'enfant s'est blessé ?» Kitty hocha la tête. « Oui, je suis allée à la cuisine chercher des bandages. Es-tu allée dans le salon? J'aurais pu passer. C'était un peu flou. Avez-vous vu Julian Hargreaves ?» Les lèvres de Kitty s'entr'ouvrirent. « Non, non, je ne pense pas. » L'expression de Miss Marple ne changea pas. « Ou peut-être avez-vous trouvé quelque chose? Un papier? Une enveloppe? Quelque chose que vous ne vouliez pas prendre ?» Il y eut un silence, puis Kitty le rompit. Elle se dirigea vers un tiroir et en sortit une feuille pliée. « Je ne voulais pas le voler, » dit-elle en tremblant. « Je pensais que c'était dans la trousse de premier secours. C'était caché derrière les bandages. Je ne l'ai ouvert qu'en rentrant. Quand j'ai vu ce que c'était, je n'ai pas su quoi faire. » Miss Marple déplia le papier. C'était une lettre manuscrite, adressée à Julian Hargreaves. L'encre était passée, mais le message était clair. « Tu avais raison. Il y a un codicille. Il était caché dans la Bible familiale. Si tu le révèles, elle perdra tout. Je t'avais prévenu. Pas de signature. Juste un seul mot en bas. Stop. » Miss Marple le plia soigneusement et leva les yeux vers Kitty. « Tu as bien fait, ma chère, » dit-elle. « Mais maintenant, il faut être très prudent. Quelqu'un voulait que cette lettre disparaisse, et il se pourrait qu'il nous surveille encore. » Dehors, le vent agitait à nouveau les haies.
comme pour lui rappeler que le temps était compté. Le tueur, Miss Marple le savait désormais, ne cherchait pas simplement à cacher le passé. Ils essayaient de l'effacer complètement. Le lendemain matin, une tension sourde s'installa à Little Dithering, telle une brume au-dessus des prairies. Le village autrefois animé, plus connu pour ses concours de jonquilles et ses matchs de cricket que pour ses rumeurs de meurtre, était désormais empreint d'une lourde suspicion. Les rideaux tressautent plus souvent que d'habitude. Les conversations s'interrompent brusquement à l'approche des pas. Les voisins, qui partageaient autrefois confitures et conseils de tricot, se regardaient désormais avec une méfiance polie. Miss Marple était, comme toujours, une présence calme au milieu de la tempête. Elle traversait le village comme toujours, tranquillement, agréablement, apparemment désintéressée. Mais derrière son sourire pensif et son chapeau bien rangé, son esprit restait actif, repensant à de nouveaux faits, à des indices subtils et à des incohérences. La lettre que Kitty avait trouvée, soigneusement rangée dans le tiroir du bureau de Miss Marple, avait tout changé. Elle révélait l'existence d'un codicille caché dans la Bible de la famille Galbraith. Un document ayant le pouvoir de ruiner la fortune d'Isobel et d'impliquer quelqu'un ayant accès à ces informations et un besoin urgent de silence. Ce matin-là, Miss Marple s'arrêta d'abord à l'église. Elle savait que la Bible de la famille Galbraith y était autrefois conservée pendant les offices hebdomadaires, une tradition de longue date pour les familles aisées du village. Elle avait depuis été restituée à Rosewood Hall, après la mort d'Edward Galbraith. Mais le vicaire, le révérend Pilcher, s'en souvenait peut-être encore. Il était dans son bureau quand elle est arrivée, entouré d'un doux désordre de textes théologiques et d'almanachs de jardinage. « Ah, Miss Marple, » dit-il en la regardant par-dessus ses lunettes, « je passais justement en revue les recueils de cantiques de l'Avent. Il en surprend toujours un, non ?» Miss Marple sourit. « C'est vrai. Mais je ne suis pas là pour les cantiques aujourd'hui, vicaire. J'ai une question concernant la Bible de la famille Galbraith. Bon sang, cette vieille chose, lourde comme une tablette de pierre, et presque aussi poussiéreuse. Vous vous souvenez qu'il était conservé ici, n'est-ce pas? Certainement. Pendant des années, M. Galbraith était très traditionnel. Il aimait les cérémonies. Après son décès, Mme Galbraith l'a récupéré, comme le veut la coutume. Et vous souvenez-vous si ce livre a été publié dans les semaines précédant sa mort? Le vicaire fronça les sourcils. Maintenant que vous le dites, je crois que c'était bien le cas. Julian Hargreaves est venu un jeudi après-midi et a demandé à l'emprunter. Il a dit qu'il avait besoin de vérifier une date de baptême pour des formalités administratives. Miss Marple hocha la tête. Et quand on le lui rendit, est-ce que quelque chose semblait déplacé? « Pas pour moi, » répondit le vicaire. « Mais j'ose dire que je ne l'aurais pas remarqué s'il y en avait eu. Je dépoussière les livres moins souvent que je ne le devrais. » Plus tard dans la matinée, Miss Marple se rend à Rosewood Hall, soi-disant pour rendre une tasse de thé empruntée. Elle fut accueillie par Margaret Penwell, toujours aux aguets, qui ne parut que légèrement surprise de la voir. « Tu étais vraiment très occupée pour une femme à la retraite, » dit Margaret d'un ton froid, en la faisant entrer. « Et vous avez une maison bien rangée, » répondit Miss Marple en souriant. « Je me demandais si je pouvais voir la Bible de famille. Le pasteur m'a rappelé qu'elle avait une couverture magnifiquement brodée. J'ai toujours admiré un tel savoir-faire. » Margaret hésita. « Il est dans le bureau, je crois. Mais je n'imagine pas ce que tu pourrais en faire. J'ai beaucoup réfléchi aux familles. Ce qu'elles transmettent, ce qu'elles cachent. »
Il y avait une lueur à peine visible dans les yeux de Margaret. « Je vais le chercher, » dit-elle. Elle revint quelques instants plus tard, avec la lourde Bible, dont la couverture, en cuir craquelé et ramolli par le temps. Miss Marple tourna les pages lentement, d'un geste délicat. Nichée entre les pages des Proverbes et de l'Ecclésiaste, une légère empreinte dans le vélin laissait une légère trace de pression, assez récente pour laisser un léger sillon. Mais il n'y avait plus de papier, plus de codicille. Margaret l'observait attentivement. « Vous cherchez quelque chose, Miss Marple ?»« Oh non, » dit Miss Marple en fermant le livre. « J'admirais simplement le poids de la famille. » Elle rendit la Bible et partit avec son habituel sourire poli. Mais en sortant, elle ne se demanda plus si Margaret avait eu connaissance du codicille. Elle en était certaine. De retour au village, l'inspecteur Craythorne était de plus en plus frustré. Les pistes s'amènent. Ses alibis, du moins en apparence, tenaient. Et bien que Miss Marple ait fait part de certaines observations, elles restaient terriblement vagues. Il convoqua à nouveau Kitty Denison, lui demandant une fois de plus des nouvelles des voix qu'elle entendait dans le verger. « Je te l'ai dit, » dit Kitty d'une voix tremblante. C'était une femme, en colère. Elle dit « Tu n'oserais pas », et il rit. « Es-tu sûr que c'est Julian qui a ri ?» Elle marque une pause. « Maintenant que tu le dis, j'ai supposé que c'était lui. Mais peut-être pas. Ça aurait pu être la femme. Un rire étrange, aigu. » Claythorne pensa à nouveau à Margaret. Elle avait l'allure de quelqu'un qui perdait rarement le contrôle. Mais c'était peut-être précisément là le problème. Ceux qui se targuent de contrôler leurs émotions peuvent être les plus dangereux lorsqu'ils s'enfuient. Pendant ce temps, Miss Marple rendait visite au jeune Tom Bell chez son notaire. Elle s'enquit du jour de la mort de Julian Hargreaves. « Il est parti vers midi », m'a dit Tom. Il m'a dit qu'il parlerait à Madame Galbraith pendant la fête. Il a dit qu'il avait tout ce qu'il fallait. Est-ce qu'il a pris une mallette? Oui, en cuir, assez usée. Il disait qu'il contenait la vérité. J'ai supposé que c'était le codicille. Mais maintenant Miss Marple se pencha en avant. Cette mallette avait-elle été ramenée au bureau après sa mort? Non, dit Tom. Il a disparu. La police ne l'a pas retrouvé. Puis quelqu'un l'a enlevé de la scène, dit-elle doucement. Ce soir-là, alors que le village se préparait à dormir, Miss Marple inscrivit 3 noms sur son papier à lettres: Isobel Galbraith, Margaret Penwell, Kitty Denison. Chaque femme était présente cet après-midi-là. Chacune avait des secrets. Et puis, avec le même stylo, elle a écrit un 4e nom dans la marge, Sylvia Colley. Elle ne l'avait jamais rencontrée. Elle avait seulement entendu son nom murmuré à propos de Peter, son frère. Mais quelque chose rongeait Miss Marple. Pourquoi Julian Hargreaves avait-il mentionné Sylvia dans les semaines précédant sa mort? Que savait-elle ou possédait-elle qui l'effrayait? Et qui d'autre avait des raisons de la garder silencieuse? Miss Marple se leva de son bureau et se dirigea vers sa bibliothèque. Derrière un volume de Wordsworth se trouvait l'annuaire téléphonique du village. Elle le feuilleta lentement, jusqu'à trouver l'annonce de Sylvia Colley. Pas à Londres, comme Peter l'avait prétendu, mais à Market Bedford, non loin de là, à moins d'1 demi-heure de route. Pourquoi Pierre avait-il menti? Il était temps de découvrir ce que Sylvia savait, et pourquoi son nom avait été enterré sous des couches de déviation. Le ruban avait été le début, une diversion, peut-être, ou un message. Mais maintenant, le véritable motif commençait à prendre forme. Ni amour, ni jalousie, l'héritage et la peur. Alors que l'horloge sonnait minuit dans le paisible village de Little Dithering, Miss Marple plia le mot dans son sac à main
et se prépara à ce qui l'attendait. La vérité, elle le savait, était plus proche que jamais. Mais avant que cela ne soit révélé, quelqu'un d'autre pourrait essayer une dernière fois. Timide garde le enterrait. Le lendemain matin, un calme inquiétant régnait, celui qui s'installe avant l'orage. Miss Marple, vêtue de gris tourterelle, armée de son ombrelle et de son sac à main, se tenait tranquillement à l'arrêt de bus, en bordure de Little Dithering. Elle n'était pas du genre à faire des voyages imprévus et quittait rarement le village sans raison valable. Mais aujourd'hui, elle se rendait à Market Bedford pour parler à Sylvia Colley. Le bus roulait sur les étroites routes de campagne, longeant des champs scintillants sous un pâle soleil d'esté. Miss Marple était assise 2 rangées plus loin, le regard rivé à la fenêtre, l'esprit bourdonnant de questions. Elle avait relu 3 fois la lettre que Kitty avait trouvée. Le texte suggérait le désespoir, certes, mais aussi la peur. Quelqu'un avait découvert le codicille, ou en avait eu connaissance depuis un certain temps, et avait été suffisamment effrayé pour envoyer un avertissement à Julian Hargreaves. Une ultime tentative pour stopper ce qui était déjà en marche. Le nom de Sylvia refait surface à maintes reprises, d'abord par Peter, puis par Julian lui-même. Mais quel était son lien avec les Galbraith? Et pourquoi son frère avait-il menti sur sa résidence à Londres, alors qu'elle résidait manifestement à proximité? La pension de famille de Market Bedford se dressait au bout d'une ruelle étroite, un modeste bâtiment en briques aux murs recouverts de lierre. Miss Marple frappa doucement à la porte patinée par les intempéries et fut accueillie par la propriétaire qui, apprenant qui elle cherchait, lui fit signe de se diriger vers le jardin. « Elle est dehors, ma chérie. Elle s'assoit près des rosiers, presque tous les matins. Elle ne dit pas grand-chose. » Miss Marple trouva Sylvia Colley assise sur un banc, en bois, sous une treille, les mains jointes sur les genoux. Elle avait la trentaine, une élégance désuète, une femme dont la jeunesse avait été interrompue, peut-être définitivement, par les déceptions de la vie. « Mademoiselle Colley » dit doucement Mademoiselle Marple. Sylvia leva les yeux avec surprise. « Oui, je m'appelle Jane Marple. Je viens de Little Dithering. J'espérais que vous pourriez m'accorder quelques minutes. » Le visage de Sylvia s'assombrit. « Est-ce à cause de mon frère, d'une certaine manière, mais aussi à propos de Julian Hargreaves et d'un document qui a peut-être tout changé pour Madame Galbraith ?» Sylvia hésite, puis lui fait signe de s'asseoir. « Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait, » dit-elle au bout d'un moment, pas après ce qui s'était passé. Mais je savais que quelqu'un finirait par venir. Alors tu sais pourquoi je suis là? Je pense que oui. Miss Marple joignit soigneusement les mains. J'ai des raisons de croire que Julian Hargreaves a reçu une lettre écrite par quelqu'un l'avertissant de ne pas révéler l'existence d'un codicille, une lettre vous mentionnant. Est-ce vous qui l'avez envoyée? Sylvia détourna le regard. Non, mais je sais qui l'a fait, et je sais de quoi ils avaient peur. Elle prit une inspiration. Mon père était le cousin d'Edward Galbraith. Quand j'étais très jeune, il s'est disputé avec Edward à propos d'un partage de propriété. Mon père pensait qu'Edward avait manipulé les termes d'un héritage de leur grand-père. Après la mort de mon père, j'ai trouvé une correspondance entre lui et Edward, ainsi qu'un codicille non signé. Je ne l'ai pas compris au début, mais plus tard, en apprenant davantage, j'ai compris ce que cela signifiait. « Et qu'est-ce que cela signifiait, exactement ?» demanda Miss Marple. Edward avait promis un jour de léguer une partie de sa succession à une personne extérieure à sa famille immédiate, peut-être même à mon père. Mais ce codicille n'a jamais été déposé, peut-être délibérément. Et tu l'as dit à Julian? Je ne l'ai pas fait.
dit Sylvia, mais quelqu'un d'autre le savait, quelqu'un qui avait vu les lettres avant moi. Je crois que cette personne a conseillé à Julian de se taire. L'OMS? Sylvia hésite à nouveau. Margaret Penwell. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son cœur s'emballa. Margaret, toujours présente, toujours à l'affût, jamais émotive, jamais sans raison. Je crois qu'elle alla trouver le codicille il y a des années, poursuit Sylvia, et qu'elle l'a détruit, ou essayé, mais il en restait des traces, peut-être dans la Bible. Julian a dû le trouver. Miss Marple hocha lentement la tête. Et vous croyez qu'elle l'a averti de garder le silence? Je fais. Après avoir remercié Sylvia et quitté la pension, Mademoiselle Marple retourna au village juste avant le crépuscule. Elle ne rentre pas chez elle, mais au bureau du gendarme. Là, elle trouva l'inspecteur Craythorne, en compagnie d'un gendarme, en train d'examiner les effets personnels de Julian rapportés de la scène de crime. « Ah, Miss Marple, dit-il avec un demi-sourire. Toujours devant moi, j'imagine. Je ne présume pas, dit-elle gentiment. Mais je pensais mentionner quelque chose d'intéressant. Elle raconta sa conversation avec Sylvia, prenant soin de la présenter non comme une accusation, mais comme un fil conducteur. Claythorne, à sa décharge, l'écouta sans l'interrompre. Et vous pensez que Margaret Penwell a peut-être intercepté ou détruit le codicille. Je crois qu'elle avait accès à ces informations, et un mobile, et surtout un sentiment de fierté familiale qui ne reculerait devant rien pour protéger le nom Galbraith. Claythorne croisa les bras. « Nous n'avons aucune preuve. »« Non, » dit Miss Marple, « mais nous avons une mallette manquante. » Il la regarda. Elle la prit, ajouta-t-elle doucement, après le meurtre. Peut-être pas immédiatement, mais avant la découverte du corps, certainement. Il n'y a pas d'autre explication à sa disparition. Et où cacherait-elle quelque chose d'aussi dommageable? Miss Marple réfléchit. Un endroit proche, un endroit où personne ne poserait de questions, un endroit symbolique. Le lendemain matin, Miss Marple se rend une fois de plus à Rosewood Hall, cette fois avec l'inspecteur à ses côtés. Margaret les accueillit dans le salon, l'air posé. « Qu'est-ce qui amène la cavalerie ?» dit-elle d'un ton léger. « Juste quelques questions, » répondit Claythorne. Miss Marple se dirigea vers la cheminée, ses yeux attirés par la grande peinture à l'huile d'Edward Galbraith au-dessus du manteau. « Quelle ressemblance solennelle, » dit-elle. Margaret la rejoignit. C'était un homme sérieux, plein de sens du devoir. Le regard de Miss Marple se posa sur le vase posé sur le buffet, une grande urne en porcelaine, au motif complexe. Elle le fixa un instant de trop. Margaret suivit son regard. Un héritage? De la mère d'Edward? Miss Marple sourit faiblement. Puis-je? Sans attendre la permission. Elle se dirigea vers l'urne, souleva doucement le couvercle et en sortit une serviette en cuir usée. Margaret se figea. L'inspecteur Craythorne s'avança. « Mademoiselle Penwell, pourriez-vous nous expliquer ?» Son visage pâlit, mais garde son calme. J'essayais de protéger Isobel. Et la famille. Cet homme, Julian, allait faire ressurgir de vieux fantômes. Honte à nous. La voix de Miss Marple était douce. « Alors vous l'avez fait taire. » Margaret ne dit rien. L'inspecteur prit la mallette et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une liasse de papier, dont un document plié et scellé à la cire. Le codicille. Claythorne soupira. « Ça suffit pour l'instant, mademoiselle Penwell. Il faudra que vous veniez avec nous. » Tandis qu'on la conduisait dehors, Isobel Galbraith entra dans le hall, les yeux écarquillés. « J'ai entendu des voix. Que s'est-il passé ?» Miss Marple s'approcha d'elle. « J'ai bien peur que la vérité ait éclaté au grand jour, » dit-elle.
à propos du testament de votre mari, et du rôle de Margaret dans celui-ci. Isobel semblait bouleversée, mais pas totalement surprise. Elle s'assit lourdement sur une chaise à proximité. Est-ce qu'elle l'a tué? Miss Marple hésita. Cela reste à prouver, mais elle en avait certainement les moyens et le mobile. Alors que la porte se refermait derrière l'inspecteur et son prisonnier, un étrange silence s'installa dans la maison. Un silence lourd de conséquences. Miss Marple resta un instant de plus, les yeux rivés sur le ruban de soie corail, exposé dans une boîte en verre sur la cheminée. Un souvenir tragique, désormais dépouillé de tout mystère. La véritable révélation, cependant, n'était pas encore arrivée. Elle la sentait comme un grondement de tonnerre au loin. Les pièces du puzzle étaient presque toutes en place. Mais une vérité restait encore cachée. Et c'était cette vérité, elle le savait, qui jetterait tous les autres détails sous un jour entièrement nouveau. La nouvelle que Margaret Penwell avait été piégée par l'inspecteur Craythorne se répandit à Little Dithering avec la rapidité et la discrétion de tout scandale villageois, vraiment juteux, sans la moindre discrétion. En fin d'après-midi, l'épicier, la gouvernante du vicaire, et même le jeune Henry Appleton, du bureau de poste, chuchotaient à voix basse au sujet de la mallette dans l'urne et du visage stoïque de Margaret, tandis qu'elle était escortée dans la voiture de l'inspecteur. Les théories fusaient, comme des oiseaux dérangés dans une haie. Mais dans le calme de son salon, Miss Marple restait assise, étonnamment immobile, son tricot oublié sur ses genoux. Elle avait résolu bien des problèmes, retrouvé le codécile, identifié un mobile puissant et révélé jusqu'où on pouvait aller pour protéger le nom d'une famille. Mais tous ne s'emboîtant pas, aussi bien qu'elle le souhaitait. Margaret avait caché la mallette, certes. Elle avait menti, et peut-être même conseillé à Julian de se taire. Mais quelque chose s'accrochait, encore à l'esprit de Miss Marple. Un fil ténu restait en suspens. Margaret ne lui avait jamais semblé impulsive, calculatrice, certes, mais une femme comme Margaret n'étranglait pas un homme avec un ruban de soie dans un accès de passion. Si Margaret avait tué Julian Hargreaves, elle l'aurait fait de manière moins théâtrale, moins traçable. Maintenant, il y avait autre chose, le ruban. Un ruban de soie corail, serré au point de laisser des marques, pas le style de Margaret. Et puis il y avait la lettre que Kitty avait trouvée. Son langage était précipité, émotionnel, voire paniqué. Pas du tout l'écriture de Margaret. Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas ignorer son intuition, surtout quand on murmurait que quelqu'un d'autre l'observait dans l'ombre. Ce soir-là, elle rend une visite discrète à Kitty Denison. Kitty ouvrit la porte, pâle et fatiguée, les yeux cernés de fatigue. « Miss Marple, dit-elle, est surprise. C'est fini. Pas tout à fait, ma chérie. Puis-je entrer ?» À l'intérieur, le petit cottage était rangé mais tendu, comme si les pièces elles-mêmes attendaient un événement. Miss Marple s'assit près de la fenêtre et croisa les mains sur ses genoux. « Tu as été très courageuse, Kitty, et serviable. J'ai encore une question à te poser. » Kitty déglutit. « Bien sûr, quand vous êtes rentrée à la maison pendant la garden party, au moment où vous alliez chercher des pansements, vous avez traversé le salon et vous avez trouvé la lettre cachée derrière les bandages. Mais dites-moi, y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison à ce moment-là ?» Kitty parut surprise. Elle hésita, puis dit « Je ne pense pas. Mais maintenant que tu le dis, je me souviens avoir entendu une porte se fermer à l'étage. » Miss Marple hocha la tête. « Et avez-vous vu quelqu'un en redescendant ?» ?»« Non. Mais la porte d'entrée était ouverte. Curieuse,
dit doucement Miss Marple. « Parce que Julian a été retrouvé dehors, près du verger, ce qui signifie que quelqu'un a dû quitter la maison et traverser la pelouse peu avant la découverte du corps ?» Kitty fronça les sourcils. « Tu crois que quelqu'un d'autre était dans la maison avant que ça arrive ?»« Oui, oui, » dit Miss Marple. « Et je crois que vous en avez vu plus que vous ne le pensiez. » Elle se leva pour partir. « Kitty, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Demain matin, viens à Rosewood Hall. Je rendrai visite à Madame Galbraith. Nous prendrons le thé sur la pelouse. J'aimerais que tu sois là. » Kitty semblait incertaine. Très bien. Le lendemain matin, le soleil était haut dans le ciel et l'air était chargé d'un parfum de chèvrefeuille. Rosewood Hall, bien que meurtri par le scandale, demeurait serein en apparence. Isobel Galbraith avait accepté une brève entrevue, d'un ton sec mais poli. Elle était assise à une table en fer forgé blanc, sous le poirier, vêtue d'une robe mauve douce, ornée d'une broche au col. Miss Marple arriva accompagnée de Kitty. Les deux femmes saluèrent Isobel, et le thé fut servi. « Quelle épreuve !» dit doucement Isobel. « J'ai bien peur de ne pas avoir été moi-même. Nous comprenons parfaitement, » répondit Miss Marple. Ils parlèrent brièvement du temps, de l'entretien du jardin et du sermon dominical du pasteur. Puis Miss Marple fouilla dans son sac et en sortit une petite enveloppe. « Je suis tombée sur quelque chose récemment, » dit-elle, qui m'a fait réfléchir. Elle tendit l'enveloppe à Isobel, qui hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait le ruban corail, désormais soigneusement plié. Les mains d'Isobel tremblaient légèrement. « Je crois que tu as porté ça à la fête, » dit Miss Marple. Isobel ne répondit pas. Miss Marple continue. Kitty l'avait mentionné plus tôt. Elle se souvenait de l'avoir admiré. Mais quand Julian fut retrouvé, il avait disparu, pour réapparaître autour de son cou. Pourtant, Isobel ne dit rien. « Voyez-vous, » poursuivit Miss Marple, « Margaret Penwell a peut-être caché le codicille. Elle peut-être essayé de protéger le nom Galbraith. Mais je ne crois plus qu'elle ait tué Julian. » « Silence. C'était toi, n'est-ce pas ?» dit doucement Miss Marple. Les mains d'Isobel se crispèrent sur ses genoux. « Pourquoi le ferais-je » La voix de Miss Marple était douce. « Parce que vous pensiez que Julian allait tout gâcher, qu'il ferait honte à l'héritage de votre mari, que vous perdiez votre statut, votre vie à Rosewood Hall. Je ne l'ai pas fait. Tu as trouvé le codicille en premier, il y a longtemps. Et tu l'as dit à Margaret. Peut-être avez-vous convenu de le garder secret. Mais quand Julian l'a découvert, tu as paniqué. » La voix d'Isobel était basse. Il disait qu'il allait tout révéler. Il disait qu'Edward avait menti, que je le savais. « Et peut-être, » ajouta Miss Marple, « a-t-il dit quelque chose de cruel, quelque chose de personnel, et vous êtes si calme, si soigneusement photographié. » Les yeux d'Isobel brillaient de larmes retenues. « Je n'ai jamais voulu le tuer, » murmura-t-elle. « Je voulais juste qu'il arrête. Je l'ai suivi dans le jardin. On s'est disputé. Il s'est moqué de moi. Il a dit que je n'avais aucun droit à tout ça. » Elle prit une inspiration tremblante. « J'avais le ruban dans ma main. Je ne me souviens même plus pourquoi. » Et puis Kitty haleta. Miss Marple ne dit rien. Le silence était suffisant. L'inspecteur Craythorne, qui attendait juste à l'intérieur de la maison à la suggestion de Miss Marple, s'avança alors. « Ça suffit, Madame Galbraith ?» dit-il. « Je pense que vous devriez venir avec moi. » Isobel se leva sans protester. Elle se tourna vers Miss Marple. « Leur dirais-tu que j'aimais Edward ?» Miss Marple la regarda fixement. « Je crois que oui. Et que tu aimais encore plus la vie qu'il t'avait donnée. » Alors que l'inspecteur emmenait Isobel, Kitty restait figée sur place. Elle semblait si froide, dit-elle enfin. Miss Marple esquissa un sourire triste. Le chagrin et la peur
sont souvent enveloppées de silence. Mais d'après mon expérience, la culpabilité a tendance à se dissiper d'elle-même. Ils se tenaient ensemble, tandis que le poirier bruissait au-dessus d'eux, le calme du jardin enfin rétabli. Le village retrouverait bientôt son rythme habituel. Les rumeurs allaient et venaient comme des marées. Mais la vérité, crue, inattendue et cachée, à la vue de tous, avait enfin été révélée. Et Miss Marple, toujours vigilante, toujours patiente, savait que la nature humaine, plus que tout indice, avait une fois de plus résolu l'affaire. Le village de Little Dithering était inhabituellement calme les jours qui suivirent l'arrestation d'Isobel Galbraith. Ni le doux murmure des chutes de neige, ni le silence apaisant d'un crépuscule d'été, mais une pause tendue, le souffle coupé, comme si le village lui-même hésitait sur ce qu'il devait dire. Le meurtre, le scandale, l'effondrement de l'une des familles les plus anciennes et les plus respectées, avaient laissé un étrange vide. Les rosiers étaient encore en fleurs. Les rayons de l'épicier étaient réapprovisionnés. Madame Headley gloussait encore en entendant le prix du beurre. Mais dans chaque conversation, dans chaque hochement de tête, dans la rue principale, la question tacite flottait entre les gens, comme de la vapeur sur une tasse de thé. Comment personne n'avait-il pu l'avoir vue venir? Pour Miss Marple, la question n'était pas de savoir si elles avaient vu, mais plutôt ce qu'elles avaient choisi de ne pas voir. Ce lundi matin, elle était assise à son bureau, le ruban de soie corail, plié dans une petite enveloppe posée à côté de son encrier. Son journal était ouvert, une ligne d'écriture soignée détaillant chaque étape de l'affaire. Nom, motivation, contradiction, tout était arrangé avec le soin méthodique d'un jardinier étiquetant des variétés de roses. Et pourtant, elle regarda à nouveau l'entrée de Julian Hargreaves, avocat, anciennement basé à Bristol, lié à la succession Galbraith par le biais d'une représentation juridique, reconnu pour sa discrétion, sa précision et surtout sa capacité à déceler les erreurs juridiques. L'homme idéal pour découvrir un codicille enfoui. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, après des années de silence, autour du testament d'Edward Galbraith, Julian s'était-il soudain engagé avec une telle ferveur? Miss Marple s'appuya contre le dossier de sa chaise. La réponse, réalisa-t-elle, ne résidait pas seulement dans ce que Julian avait découvert. Elle concernait aussi celui qui l'y avait conduit. Et ce n'était pas Isobel, ce n'était pas Margaret, ce n'était même pas Sylvia Colley. C'était quelqu'un qui avait plus à perdre que n'importe lequel d'entre eux. Quelqu'un qui tirait discrètement les ficelles en coulisses, persuadé que personne n'y prêterait attention. Plus tard, dans l'après-midi, elle s'est rendue au poste de police pour voir l'inspecteur Claythorne. Il la salua d'un léger hochement de tête. « On dirait qu'on sait toujours quand quelque chose ne va pas, » dit-il. « J'ai simplement suivi le modèle, » répondit gentiment Miss Marple. Et là, la broderie était trop nette, trop intentionnelle. Claythorne lui fit signe de s'asseoir. « Vous n'êtes pas satisfaite de l'arrestation. »« Je ne suis pas mécontente, » dit-elle, « mais quelque chose cloche. » Elle prit une inspiration. « Dites-moi, inspecteur, avez-vous interrogé Peter Colley depuis les aveux d'Isobel? Pas depuis l'arrestation. Pourquoi? Parce que je crois qu'il a peut-être manipulé tous les acteurs de cette affaire. Pas pour tuer Julian directement, non, mais pour s'assurer que quelqu'un d'autre le fasse. » Claythorne fronça les sourcils. « Il n'était même pas à la fête quand Julian est mort, n'est-ce pas? » Miss Marple haussa les sourcils. « Ou bien l'avons-nous simplement cru sur parole? » L'inspecteur se pencha en avant. « Allez-y. Peter nous a dit que Sylvia vivait à Londres, mais qu'elle était à peine à 30 minutes de chez nous. Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi facilement réfuté?
Et puis, il avait accès aux papiers de son défunt père, peut-être même au codicille original. Et s'il avait envoyé la lettre que Kitty avait trouvée, non pas à Julian, mais pour effrayer quelqu'un d'autre, pour provoquer une réaction, demanda lentement Claythorne. Précisément, acquiesça Miss Marple. S'il savait que Isobel ou Margaret cachaient quelque chose de préjudiciable, il aurait pu croire qu'un peu de peur les inciterait à agir précipitamment. Éliminer Julian avant que l'affaire ne soit pleinement examinée. Sauf que, a ajouté Claythorne, Julian est venu quand même, parce que Peter avait mal calculé. Julian était trop minutieux, trop sûr de l'authenticité du codicille. C'est pourquoi Peter s'est tenu à l'écart de la fête, ne voulant pas être directement impliqué. Mais il a fait en sorte que la situation dégénère. Claythorne se frotta la mâchoire. Donc, selon vous, Peter a allumé l'allumette, mais n'a pas allumé le feu. Pas de ses propres mains, concéda Miss Marple. Mais il savait quelle poudrière nous rapprochait. L'inspecteur soupira. Je vais le convoquer à nouveau pour un interrogatoire. Mais prouver une manipulation sans implication directe est un fil conducteur. Miss Marple esquissa un sourire doux. J'ai toujours pensé qu'un meurtre était rarement dû à la force brute. Il relevait plus souvent du désespoir. Et Peter Colley avait peu d'argent, aucune appartenance sociale, et une sœur qui aurait tout à gagner de la révélation de la vérité du codicille. Si Julian avait correctement réécrit les termes, la fortune des Galbraith aurait pu être partagée différemment, peut-être même restituée à la famille de Peter. Claythorne avait l'air pensif, et si Isobel empêchait cela, ce passe si elle paniquait, il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Miss Marple se leva. Tout à fait. Et il sera trop malin pour dire un mot. Mais parfois, inspecteur, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on arrange. Plus tard, dans la journée, Peter Colley est de nouveau convoqué. Il sourit poliment, calme et posé. Il affirma n'avoir eu connaissance d'aucune lettre. Il admet avoir soupçonné son oncle de malversation, mais n'en avoir aucune preuve. Il n'y a à avoir visité Rosewood Hall cette semaine-là. Claythorne écoutait, pressait, attendait, mais Pierre n'a rien révélé. Et pourtant, alors qu'il quittait la gare et passait devant Miss Marple qui attendait tranquillement sur le banc à l'extérieur, j'ai hésité un instant, un regard, un instant de reconnaissance. Miss Marple croisa son regard avec cette même expression agréable, celle qu'elle avait toujours portée en versant du thé ou en discutant de chrysanthèmes. Et il sourit, juste un peu trop sciemment. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle et s'assit dans son fauteuil. Le feu crépitait doucement à côté d'elle. L'affaire, du point de vue juridique, était close. Isobel serait jugée et probablement condamnée. Le rôle de Margaret dans la dissimulation serait examiné au tribunal. Justice, en quelque sorte, serait rendue. Mais le véritable architecte de tout cela resterait intact. Intact, mais pas invisible. Miss Marple ferma son carnet. Elle n'avait pas besoin d'écrire le nom définitif. Elle le savait déjà par cœur. Dehors, petit trébuchant, expira. La pluie commença à tomber doucement sur les toits, emportant la poussière des secrets et du chagrin. Le village, toujours résilient, allait se rétablir. Et comme toujours, Miss Marple regarderait. Pas de l'ombre, mais depuis le chemin du jardin, une aiguille à la main, les yeux ouverts, en attendant que le prochain Modèche émerge. Une semaine s'écoula à Little Dithering, lente et réfléchie, telle une horloge qui reprend son rythme habituel. Mais tandis que la vie reprenait, fleurs taillées, lait livré, hymnes chantés,
le village lui-même avait subtilement changé. Le meurtre de Julian Hargreaves et la disparition des Galbraith avaient laissé plus que du scandale dans leur sillage. Ils avaient révélé de vieilles blessures et des vérités plus profondes, à la fois douloureuses et discrètement transformatrices. À Rosewood Hall, les volets de l'étage restaient tirés. La maison, autrefois symbole de dignité et de permanence, se dressait désormais telle une majestueuse silhouette de deuil. Isobel Galbraith avait été officiellement inculpée du meurtre de Julian Hargreaves. Sa déposition, signée mais remise d'une main tremblante, avait stupéfié même les plus sévères du tribunal. Elle affirme avoir agi par peur. Peur que le nom de son défunt mari soit terni, que sa position et sa réputation disparaissent du jour au lendemain. Elle n'avait pas prévu de tuer Julian, dit-elle. Ce fut un moment de fureur irrésistible, une bouffée de trahison. Mais comme le magistrat l'avait calmement rappelé à la galerie, la passion n'efface pas la culpabilité. Margaret Penwell, quant à elle, a dû faire face à ses propres conséquences juridiques. Bien qu'elle ne fût pas inculpée du meurtre, elle fut impliquée dans la dissimulation de documents essentiels, et l'obstruction à la justice, son sang-froid et sa détermination ne vacillèrent qu'une seule fois lors de la lecture du codicille au tribunal, confirmant qu'Edward Galbraith avait bel et bien eu l'intention de partager une partie de ses biens avec d'autres personnes. Ce détail, elle ne pouvait le lui pardonner. Les habitants de la ville murmuraient à propos des deux femmes, comme toujours. Certains compatissaient à Isobel, se souvenant de ses longues années de charité et de ses apparitions incessantes lors des événements locaux. D'autres, notamment ceux qu'elle avait autrefois snobés lors des garden parties, éprouvaient une satisfaction cruelle à sa chute. Peter Colley, comme Miss Marple l'avait prédit, disparut discrètement du village en quelques jours. Aucune accusation n'avait été portée contre lui, ni aucune preuve d'implication directe. Pourtant, chacun savait, comme le savent les petits villages, qu'il avait joué un rôle bien plus sombre qu'il ne le laissait paraître. Sa sœur, Sylvia, resta à Market Bedford et fut aperçue à la bibliothèque locale, discrète mais sereine. Quant à Kitty Denison, la jeune servante qui avait involontairement découvert toute l'affaire, sa vie changea d'une manière inattendue. La succession Galbraith, contrainte de se pencher sur le codicille longtemps enfoui, lui versa une somme modeste mais significative dans le cadre d'un règlement judiciaire, une compensation discrète pour ce qu'elle avait enduré, même si personne ne la voit jamais. Sous les encouragements bienveillants de Miss Marple, Kitty s'inscrit à une formation ecclésiastique à Oxford. Elle quitta le village avec une valise pleine d'espoir et un cœur marqué à jamais par ce qu'elle avait vu à l'ombre d'un manoir. Le matin de son départ, Kitty s'est arrêtée au cottage de Miss Marple pour lui dire au revoir. « Je ne pense pas que je reviendrai, » dit-elle doucement. « Pas pour rester, je veux dire. » Miss Marple lui verse une tasse de thé, les doigts agiles et sûrs. « Ce n'est pas grave, ma chère. La vie a toujours tendance à nous pousser en avant, surtout après avoir été obligée de regarder en arrière. » Kitty hocha la tête. « Tu crois que j'ai bien fait de raconter tout ce que j'ai vu ?» Miss Marple sourit doucement. « La vérité est rarement réconfortante, Kitty, mais elle est presque toujours vraie. Tu as fait ce que la plupart n'auraient pas osé faire. » Kitty but une gorgée, puis se leva. « J'espère être aussi sage que toi un jour. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « La sagesse, ma chère, vient de l'observation, de l'écoute, de la perception de ce que les autres négligent. J'ose dire que vous êtes sur la bonne voie. » Ils s'embrassèrent silencieusement. Puis, Kitty disparut, sa silhouette rétrécissant dans le chemin, engloutie par le tournant de la haie. Plus tard, dans l'après-midi,
Miss Marple était assise dans son jardin, le soleil illuminant la douce floraison de ses rosiers thé. Elle coupa un pétale flétri ici, souleva une tige rebelle là. Ses pensées vagabondaient, comme souvent, non pas avec mélancolie, mais avec une curiosité douce et persistante. Les gens, songea-t-elle, étaient rarement ce qu'ils semblaient en être. Les plus discrets gardaient souvent des tempêtes en eux. Les plus turbulents étaient plus craintifs que confiants. Et le meurtre, aussi effroyable fût-il, naissait souvent non pas du mal, mais de petites rancunes persistantes, des blessures exprimées, l'orgueil meurtri, l'affection s'aggrave en amertume. Elle avait déjà tout vu auparavant, mais cette affaire avait suscité une douleur plus personnelle. Isobel lui avait rappelé des femmes qu'elle avait connues, fières, isolées, élevées dans la croyance que la dignité était synonyme de survie. Et Margaret, elle aussi, avait touché une corde sensible. La loyauté instrumentalisée, utilisée non pas pour protéger les innocents, mais pour préserver l'illusion. Et Pater Weller, Pater avait été le plus dangereux de tous. Il n'avait pas été tué. Il n'en avait pas eu besoin. Il avait compris que pousser les gens dans le chaos était bien plus facile que de manier la lame soi-même. Miss Marple prit son carnet et l'ouvrit à la dernière page. Elle dessina une petite rose dans un coin et écrivit une phrase en dessous. La justice ne se fait pas toujours entendre haut et fort. Parfois, elle se fait entendre à voix basse. Elle ferma le carnet et le posa sur la table d'appoint. Au loin, les cloches de l'église sonnaient, marquant 6 heures. Elle se leva, épousseta les pétales de sa jupe et rentra préparer le dîner. Un œuf à la coque, un petit pain beurré, peut-être de la confiture. Le réconfort. Alors que le crépuscule s'abattait sur Little Dithering, le village expira, ses rythmes revinrent, ses ombres s'allongeaient, et ses secrets, pour l'instant, furent mis au repos. Et dans une petite maison derrière un portail blanc, une femme aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants observait le monde avec une connaissance tranquille. Car même lorsque le mystère prend fin, la nature humaine continue de se dévoiler, et Miss Marple serait toujours en train de regarder. Quelques semaines plus tard, par un après-midi de septembre exceptionnellement chaud, Miss Marple reçoit une visite. Les feuilles commençaient à peine à changer de couleur le long des haies, et une brume de lumière dorée recouvrait paresseusement le jardin, adoucissant les contours de tout ce qu'elle touchait. Miss Marple était occupée à tailler ses rosiers, ses gains poussiéreux, ses ciseaux bien aiguisés, lorsqu'on frappa à sa porte. Elle marque une pause. Les visiteurs n'étaient pas rares, mais ceux qui n'étaient pas attendus lui procuraient toujours une sensation particulière, un léger picotement, comme si un fil invisible avait été tiré dans la tapisserie de sa journée. Elle posa ses ciseaux, s'essuya les mains sur son tablier et ouvrit la porte. Là se tenait un jeune homme, peut-être d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume bien coupé qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux noirs étaient soigneusement peignés, ses traits inconnus, mais son regard, intelligent et silencieusement scrutateur, contenait une lueur qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Miss Marple » demanda-t-il avec un hochement de tête poli. « Oui » dit-elle en l'étudiant. « Je m'appelle James Hargreaves. Je crois que vous connaissiez mon oncle, Julian Hargreaves. » Le cœur de Miss Marple s'arrêta un instant, puis reprit son rythme. Elle ouvrit la porte plus grande. « Oui, bien sûr. Entrez, monsieur Hargreaves. » À l'intérieur, elle le conduisit vers le salon, où le soleil, de fin d'après-midi, projetait de douces ombres sur le parquet. Elle prépare un plateau de thé,
avec ses habituels scones à la crème, une théière de Darjeeling et 2 petites tasses. Son invité était assis bien droit, les mains jointes sur un genou, un homme visiblement peu habitué aux salons ruraux. « Je suis désolé de venir sans prévenir, » dit-il, « mais je reviens tout juste de l'étranger. Je travaillais à Singapour quand j'ai appris la nouvelle. Il m'a fallu du temps pour partir. » Miss Marple lui offrit un doux sourire. Parfois le monde ne s'arrête pas, même en cas de chagrin. Il accepta le thé avec un signe de tête reconnaissant. Je lis les rapports, l'arrestation, le procès est en cours. Mais rien de tout cela ne me semble clair. Qu'est-ce qui ne l'est pas, monsieur Hargreaves? Il baissa les yeux vers sa tasse. Julian et moi n'étions pas proches, mais je le connaissais bien. Il était prudent, réservé, certes, mais jamais conflictuel. On ne le sent pas comme ça, ce qu'on raconte. Qu'il soit venu à Little Dithering pour révéler un scandale et déclencher une guerre juridique, qu'il ait poussé une veuve en deuil jusqu'à ce qu'elle craque. Miss Marple incline légèrement la tête. Vous croyez qu'il y avait autre chose? Je crois qu'il a été attiré ici, dit James, pas seulement pour le codicille. Il a mentionné une lettre dans l'un de ses derniers messages, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui l'a fait tout remettre en question. Une lettre, répéta Miss Marple, la voix pensive. James hocha la tête. Il ne donne aucun détail. Il expliqua simplement que la nouvelle avait été transmise anonymement. Il pensait que cela faisait partie d'un plan plus vaste, que quelqu'un essayait de manipuler les événements autour de la cité. Miss Marple posa délicatement sa tasse de thé sur sa soucoupe. Ce serait tout à fait correct. Il leva les yeux, surpris. « Tu crois ça aussi? »« Je le veux, » dit-elle doucement. Mais le prouver était une toute autre affaire. Elle lui raconta, avec soin et une douce clarté, l'histoire telle qu'elle s'était déroulée. La panique d'Isobel, la dissimulation de Margaret, les manipulations de Peter Colley. Elle décrivit la lettre trouvée par Kitty et la pression croissante que Julian avait dû ressentir dans les derniers jours de sa vie. James écoutait attentivement, un froncement de sourcils se creusant sur son front. Alors, Isobel Galbraith l'a tué. Miss Marple hésita. De son propre aveu, oui. Mais qu'elle l'ait planifié ou qu'elle ait été simplement emportée par un moment de peur et de rage, ce sera aux tribunaux de le déterminer. « Et Peter Colley ?» demanda James. « Il est libre ?» « Pour l'instant, » dit Miss Marple, « il était intelligent, prudent, et il n'a jamais laissé de traces directes. Mais je ne pense pas qu'il trouvera sa liberté entièrement confortable. Certaines formes de culpabilité, voyez-vous, ne laissent pas l'esprit d'un homme indifférent. » James se tut. Devant la fenêtre, une abeille flottait paresseusement au-dessus d'une fleur de lavande, indifférente au poids du drame humain. « Merci, » dit-il enfin, « de m'avoir dit la vérité. » Miss Marple hocha légèrement la tête. « La vérité est une compagne têtue, monsieur Hargreaves. Elle peut être importune, mais elle ne nous laisse jamais dans l'ignorance. » Il termina son thé et se leva pour partir. Arrivé à la porte, il se retourna. « Mon oncle était un homme bien, » a dit James. « J'espère que les gens s'en souviendront. » Miss Marple le regarda avec douceur. « Je crois qu'ils le feront. Parfois, il faut plus de temps pour que la poussière retombe et révèle ce qui a toujours été là. » Elle le regarda descendre l'allée du jardin et disparaître au détour du virage. Cette nuit-là, la pluie revint, douce d'abord, puis plus forte, crépitant sur le toit et s'infiltrant dans le sol. Miss Marple était assise près du feu, son tricot à la main, repensant aux dernières pièces du puzzle, encore non énoncées. Les paroles de James
confirmait ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps, mais ne pouvait prouver que Julian avait commencé à percevoir la toile qui se tramait autour de lui, qu'il avait tendu la main, incertain de savoir à qui faire confiance, et que peut-être il avait espéré que quelqu'un interviendrait avant qu'il ne soit trop tard. Miss Marple avait déjà connu de tels moments au cours de sa longue vie, cet instant crucial où l'on prend conscience du danger, mais ne parvient pas à le dire à voix haute. Dans ce cas précis, personne n'avait réagi assez vite, pas même elle. Elle fixa la cheminée pendant un long moment, et puis, lentement, elle a attrapé son carnet. Elle ouvrit la dernière page, où elle avait écrit la phrase « La justice ne se fait pas toujours entendre haut et fort ». Parfois, elle se fait entendre à voix basse. En dessous, elle a ajouté une deuxième ligne, tout aussi nette et tout aussi définitive. Et parfois, c'est l'écho d'une voix jamais pleinement entendue. Dehors, le village était à nouveau silencieux, mais dans une chaumière, une lumière est restée allumée un peu plus longtemps, retenant l'obscurité juste assez pour qu'une femme puisse voir le monde clairement.